Bonjour, chers auditeurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Caroline Ray de l'entreprise 17h10. Caroline, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre concept et votre entreprise? Oui, alors 17h10, c'est une marque de mode féminine spécialisée dans les tailleurs pour femmes. Le concept de la marque, c'est vraiment, on savait à quel point c'est compliqué pour les femmes de trouver un tailleur qui fit parfaitement bien. Du coup, nous avons développé plusieurs modèles de vestes, plusieurs modèles de pantalons disponibles dans le même tissu pour qu'en fait nos clients puissent composer le tailleur de leur rêve suivant leur style et leur morphologie. Super, super. Et comment est-ce que vous vendez? Quels sont les modes de distribution que vous utilisez? Oui, alors aujourd'hui, on a 4 boutiques, 3 boutiques à Paris et une boutique à Lyon, ainsi qu'un e-shop. Superbe. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent vos boutiques parisiennes et votre boutique Oui, bien lyonnaise? sûr. Alors, on a donc 3 boutiques à Paris. On en a une dans le Marais, rue de Sévigné, une rue du Cherche-Midi dans le 6e et une rue de Grenelle. Très bien. Et sur Lyon? Et sur Lyon, elle est boulevard en Édouard Herriot. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire? Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer ce concept? Alors, j'ai créé 17h10 il y a 6 ans maintenant avec du coup mon associée Amélie Delacour qui était également, enfin, qui est toujours, une grande amie et qui était ma colocataire à l'époque. Nous, on vient du, secteur de la communication. On a travaillé dans des grandes agences de publicité, notamment chez Ogilvy, TC, Mazarine, Combini. Donc on a toujours vraiment une appétence pour les marques. On est des expertes branding à la base. Mais on avait toujours eu très envie de se lancer dans un projet entrepreneurial et surtout en fait de créer un projet à deux. Et un jour, du coup, l'idée de 17h10 s'est imposée assez facilement. Nous, venant de la communication, on est très souvent amené en fait à pitcher des grandes stratégies de communication à des grands directeurs. Notamment, nous, on a beaucoup travaillé pour des marques comme Netflix, Canal+, Cartier, Salvatore Ferragamo, bref. Et on se posait toujours en fait la question de comment on allait s'habiller pour ces réunions. Ça peut paraître futile, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est très important. On travaille beaucoup, voilà, ces sujets-là. Et on s'est rendu compte que autant les hommes avaient un large choix de costumes masculins pour évidemment en plus toutes les gammes de prix, autant l'équivalent n'existait pas chez la femme. C'est pour ça du coup qu'on a créé 17h10. On a vraiment voulu créer la première marque spécialisée dans les tailleurs pour femmes. D'accord, super. C'est surprenant et intéressant parce que, en fait, du côté des hommes, on a souvent l'impression que, au contraire, la femme a tellement de choix pour pouvoir se mettre en avant ses particularités et que est enfermé à l'intérieur d'un cadre très restreint. Comment est-ce que toi, tu regardes ça? Bah, c'est vrai que le marché de la mode en France, même à l'international, est très très fort, mais ce qu'on appelle le formal wear, en fait, il est très peu. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs un des rares marchés à aujourd'hui être en pleine expansion. C'est facilement explicable, hein, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes à haute responsabilité, donc avec ce besoin en fait d'enfiler une veste, tout simplement. Ouais. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes plus jeunes se disent souvent que c'est plus très important aujourd'hui d'être habillé d'une manière formelle. Faut être comme on est. On vient en t-shirt, on vient en jean, on vient. Qu'est-ce que tu te dis toi par rapport à cela? Alors, c'est vrai et en même temps, c'est faux. Je connais très peu de Oui. personnes qui siègent au bord de COMEX de grandes entreprises et qui viennent en jogging, crop top, lilas. Voilà. Même si effectivement on a une société, et notamment au sein de l'univers professionnel, à une casualisation du vestiaire, la réalité est qu'en fait, dans tous les moments importants de cette vie professionnelle, on a besoin de s'habiller. En fait, ce sont des codes, tout simplement, des codes professionnels. Et la veste, le costume, le tailleur font partie de ces codes-là. En fait, ce sont des pièces qui viennent à nous avec des centaines d'années d'histoire. On s'est pas réveillé un jour en disant qu'en fait la veste allait être un attribut de pouvoir. La veste s'est créée comme un attribut de pouvoir au fil des années. Et du coup, aujourd'hui, quand on a envie de faire sérieux, en vrai, on met une veste, tout simplement. Très- très- Nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. C'est notamment ce que j'appelle l'exécutif présence. On pourrait expliquer l'exécutif présence en fait comme le charisme professionnel. Et en fait, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact de son apparence en fait. Avant même de présenter une stratégie de communication,
passer un entretien, demander une négociation. En fait, notre apparence, c'est notre premier moyen de communication. Donc, il faut vraiment y réfléchir, faire attention et surtout savoir quel code on va donner. Alors, évidemment, le tailleur ne va pas pour tous ces moments professionnels de la vie. Si effectivement on travaille dans une start-up très décontractée, on ne va pas s'habiller full tailleur, boring, en noir ou bleu. Enfin, voilà. Mais ça reste aujourd'hui euh, un vêtement de pouvoir. Bon, merci. Alors, Caroline, maintenant, on va parler de toi, entrepreneuse. Tout d'abord, l'histoire, de l'idée à la conception et à la réalisation. Est-ce que tu peux m'expliquer, expliquer au public comment est-ce que voilà, comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que ça s'est construit? Un jour, vous avez Alors, eu une idée, l'idée, c'est vraiment venu d'un constat personnel que nous n'arrivons oui, pas à nous habiller, voilà, lors de notre, enfin, pendant notre vie professionnelle. Une fois qu'on a eu l'idée avec Amélie, on est passé un peu comme tous les entrepreneurs, on est passé par toutes les mêmes étapes. Ce qui est intéressant, et j'aime bien en parler, c'est que nous, justement, quand on a pris cette décision de se lancer, parce que c'est vraiment un choix qu'il faut réfléchir, il faut vraiment peser le pour, le contre, il faut également s'assurer qu'on a un caractère et des aptitudes professionnelles qui sont compatibles avec l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat euh, en brandissant, on va dire, l'étendard de la liberté. J'aime bien dire, mhm. c'est faux. On n'est pas libre quand on est entrepreneur. On a de nouvelles chaînes qui sont même parfois plus terribles que celles du salariat, puisqu'elles ne nous abandonnent jamais. Mais voilà, nous, on a vraiment fait ce travail-là. Et quand on a réfléchi à tous ces sujets, on a ressenti le besoin, un peu ce que vous faites en fait, d'essayer de trouver des témoignages d'entrepreneurs pour essayer de vraiment comprendre ce que ça voulait dire entreprendre. À l'époque, il y a 6 ans, l'entrepreneuriat était partout, c'était le grand temps de la Startup Nation, Guillaume Gibault sur toutes les couvertures de grands magazines, mais c'était finalement toujours des success stories a posteriori. Et finalement, c'est Mhm. facile de raconter une histoire a posteriori quand justement c'est un grand succès. Nous, ce qui nous manquait, c'était des témoignages du quotidien. Du coup, avec Amélie, on a lancé un podcast qui s'appelle Commencer, comme le verbe COMENCER, qu'on a lancé avec la chaîne Nouvelles Écoutes, dans lequel, en fait, on a documenté cette création d'entreprise. On avait un petit micro qui nous accompagnait partout, et en fait, on a vraiment documenté qu'est-ce que ça veut concrètement dire de créer sa boîte, de d'écrire ses statuts avec les avocats, d'annoncer à nos proches que nous quittons nos superbes CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat, aux premiers prototypes qui arrivent qui sont ratés, ou même la découverte du nom 17h10. On a choisi ce nom en live via le podcast. Enfin, voilà, on a vraiment documenté tout ça. Donc, si des gens sont intéressés de vraiment découvrir, on va dire, les backstage en fait de l'aventure entrepreneuriale, voilà, je les invite à écouter notre podcast. Donc voilà, ça c'était Génial. pour toute la création. Mhm. Sinon, après, j'aime bien dire qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec beaucoup de naïveté, au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. On s'est lancé sans connaître grand-chose. Et je pense que c'est bien parce que quand parfois on sait tout ce que cela veut dire, peut-être qu'on se lancerait moins. Et après, on a vraiment travaillé tous les points, notamment toute la partie produit, parce que ni mon associé ni moi ne venons de cette partie produit. Donc, on a dû trouver des fournisseurs, dessiner nos premiers modèles, trouver une modéliste pour nous accompagner. Enfin voilà, Google a été notre meilleur ami à ce moment-là et également notre réseau. Très bien. Tu disais, tu parlais tout à l'heure des caractéristiques et des aptitudes nécessaires pour devenir entrepreneur. Si tu Mm. devais citer les deux ou trois qui te semblent les plus importantes, lesquelles seraient-ils? Il faut être excessivement rigoureux. Pour moi, Oui. c'est hyper important, mais d'avoir une autonomie, une rigueur personnelle. Parce qu'en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, on n'a plus de boss. Personne ne nous donne en fait une timeline, personne ne nous donne d'objectifs. Donc, c'est vraiment à l'entrepreneur de se fixer des objectifs, d'arranger son emploi du temps, d'être sûr de travailler en temps et en heure. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et parfois, les gens sous-estiment ça parce que notamment quand on a beaucoup travaillé dans le salariat, on est habitué en fait, à ce qu'on nous donne des missions. On est habitué à ce qu'on priorise pour nous, en fait, l'importance de ces missions. Quand on est dans l'entrepreneuriat, bah voilà, on est le seul à tenir la barre. Donc, pour moi, c'est une caractéristique importante. Ensuite,
Pour moi, il faut aussi avoir une très bonne gestion du stress et de la pression. Parce que comme je le disais, l'entrepreneuriat, on dit souvent, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Et en fait, Mhm. la gestion du stress en entreprise, quand on a tout d'un coup un gros projet à rendre, c'est pas la même que l'entrepreneuriat. En fait, finalement, ce grand projet à rendre, on l'a tous les jours. Donc, il faut vraiment tenir sur la longueur. Donc, pour moi, c'est vraiment bonne gestion du stress et une grosse ténacité. D'accord, super. Et enfin, la troisième et Mhm. peut-être la plus importante, c'est, j'ai envie de dire, la passion, la motivation. Vraiment ce qui Ouais. fait que justement, on a d'autant plus de plaisir à avoir cette rigueur et qu'on a d'autant plus de force face à l'adversité et cette gestion du stress. La passion pour son projet ou la passion pour l'entrepreneuriat de manière générale? L'un ou l'autre. L'un ou l'autre? D'accord, super. Euh, Quelles sont les principales ambitions de 17h10? Donc, 6 ans, 4 boutiques, donc on va dire déjà une belle réussite. Des ventes en ligne? Oui, Ouais. on fait déjà bien notre échoppe. Hein, les ventes en ligne. Quelles sont pour vous les principales ambitions aujourd'hui? Alors pour moi, c'est de continuer en fait à développer la marque. 17h17 est une marque retail. Nos clients ont besoin de venir voir les produits, de toucher, d'essayer. Donc Mhm. on compte sur un développement retail voilà, qui continuerait les prochaines années, ouvrir dans d'autres villes, également ouvrir assez rapidement à l'international. D'abord l'international proche, on va dire nos pays voisins francophones, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, et après rapidement les grandes capitales. Je pense qu'on aura une stratégie retail de capitale, comme on dit, vu que notre cible est avant tout urbaine dans le milieu professionnel. Et ensuite, on aimerait bien également ouvrir 17h10 au wholesale, donc au B2B, distribuer la marque dans des grands magasins notamment. Ça sera aussi un D'accord, projet. d'accord. Et tu parlais le développement par les Suisses, Belgique, Luxembourg, donc j'entends francophonie. Mm. Une raison particulière? Il y a une manière particulière d'appréhender les produits dans la francophonie? Alors c'est vraiment, une problématique opérationnelle en fait, simple. D'accord, C'est que voilà, c'est aujourd'hui précis. les équipes étant françaises, faut savoir aussi que dans l'entrepreneuriat, même si la marque elle grandit, les 1res équipes qui se créent autour des entrepreneurs sont des équipes assez juniors. Donc en fait, rester du coup en France, c'est plus simple. Ça permet, bah, voilà, d'éviter de faire, notamment quand on est dans le retail, il y a beaucoup d'opérationnels. Donc en fait, commencer par ouvrir dans des pays francophones, on n'a pas besoin de tout traduire dans d'autres langues. Tous les documents et les matériaux de vente qu'on a déjà, il suffit de les D'accord, refaire. Enfin, voilà, c'est vraiment pratico-pratique. Et aussi parce que dans notre cas, ça correspond très bien. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, le Luxembourg est une forte place financière. Donc, on a déjà beaucoup de clients au Luxembourg. Pareil pour la Belgique et pareil pour la Suisse. Donc, en fait, nous, ça coïncide très bien. Un, c'est plus facile opérationnellement. Et deuxièmement, c'est complètement en phase avec notre clientèle actuelle. d'accord. Et par rapport au, alors, l'expérience entrepreneuriale est souvent faite de challenges. Si tu devais partager un challenge assez difficile que tu as vécu et la manière dont tu l'as résolu. Je dirais il y a un an, du coup, Mhm, une problématique particulière, notamment aux marques de mode, c'est la grosse problématique du BFR, besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que nous, dans mhm, la mode, il faut qu'on puisse accompagner la croissance. Donc nous, on est arrivé à un moment où 17h10 avait une forte croissance. On faisait x2 de chiffre d'affaires chaque année. Mais au bout d'un moment, il faut accompagner cette croissance. Donc il faut produire en amont pour pouvoir continuer cette croissance. Donc du coup, mhm. on s'est retrouvé avec une problématique de trésorerie importante, c'est-à-dire que il fallait que l'on investisse beaucoup dans la production de nos stocks et de nos produits pour continuer à soutenir cette croissance. Du coup, nous avons fait une levée de fonds. On n'a pas eu de, on va dire, cette levée de fonds, on l'a fait parce que justement l'entreprise allait bien, mais une levée de fonds, ça prend du temps. Et donc du coup, il a fallu qu'on avance l'argent de tous nos produits achetés avant de finir Mhm. la levée. Et là, notre levée se passait très bien et tout d'un coup, on a eu, on va dire, une petite perte de vitesse. Et là, pour nous, ça a été un gros challenge pour 17h10. C'est un moment assez compliqué. Moi, à titre personnel, en plus, j'étais littéralement en train d'accoucher pendant la Mhm. levée. Donc voilà, c'était vraiment un moment un peu challenge parce qu'à titre perso, bah, du coup, je ne pouvais pas Être disparaître aussi de ce présente. moment-là. Mhm. Donc voilà, c'était pour moi un des moments les plus challengeants de l'entreprise, de continuer en fait à pousser, à porter la boîte lors de cette levée, un moment très important, alors que bah, à titre personnel, j'avais un nourrisson dans les bras. D'accord. Et je crois que vous produisez en Europe.
Vous avez fait Exactement. ce choix pour quelle raison? Parce que souvent, on entend dire, oui, l'Europe est trop chère, l'Europe, c'est trop compliqué, l'Europe, il y a trop de normes. Ok. Voilà, comment est-ce que toi, tu as vécu ça de l'intérieur? Bah alors en fait, nous, 17h10 est une marque éthique. On est vraiment fortement engagés. Donc en fait, pour nous, ça n'a jamais été une question. Ce qui est bien quand on crée une marque et que dès le départ, en fait, on se pose ses valeurs, et sa boussole intérieure, bah, en fait, on a moins de choix possibles. Donc en fait, moi, ça n'a jamais été une question possible, en fait, de se tourner vers l'Asie, ne serait-ce que la Turquie, pour nous, c'est trop loin. Donc en fait, on a vraiment toujours voulu créer cet écosystème de production, de 17h10 très local. On a cherché le Made in France, mais c'était compliqué, car là, pour le coup, c'est vraiment très cher. Même si ça s'ouvre dans les produits structurés comme les miens, notamment les vestes, c'est beaucoup trop cher en France parce qu'en fait, le temps pour faire une veste est vraiment trop grande. Autant enfin, l'industrie textile française est très intéressante pour beaucoup de catégories de produits, notamment les pulls, les tricoteurs sont très bons en France et nous, on se tourne vers du Made in France pour toutes ces catégories de produits-là. Autant pour le structuré, c'était plus intéressant pour nous d'aller au Portugal. Ensuite, pourquoi le Portugal? Parce que justement, en fait, le Portugal a récupéré beaucoup de savoir-faire français et notamment, voilà, notre chef d'atelier au Portugal est français. D'accord, je comprends. Euh, deux dernières questions. La première, c'est quels sont vos principaux challenges? Quels sont les principaux challenges qui sont devant vous? Et la deuxième, c'est si la petite Caroline, la petite fille Caroline, venait vers toi aujourd'hui et te disait, oh, toi, grande Caroline, quel conseil me donnerais-tu si j'avais envie d'entreprendre? Quel serait-il? Donc, ces deux questions-là. Principaux challenges et le conseil vers la petite Caroline. Voilà. Bah alors le prochain challenge, c'est le challenge auquel j'ai envie de dire on est confronté chaque année. C'est toujours en fait voilà de soutenir cette croissance de 17h10, de continuer à avancer. Euh, Également, toujours ce challenge en fait de vie personnelle, vie professionnelle. Je suis Mhm. maman de deux bébés en bas âge. Mes filles ont 2 ans et demi et 1 an et demi. Donc, autant dire qu'à la maison, c'est Ah ouais. rock'n'roll, que l'entrepreneuriat, c'est rock'n'roll. Donc, voilà, on va dire, je danse toute la journée. Donc, le challenge, voilà, c'est de continuer à bien danser et garder le rythme, euh, tout en faisant grandir 17h10 au niveau de nos ambitions. On est deux entrepreneuses très ambitieuses avec mon associé. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer à porter cette entreprise aussi loin qu'elle peut aller. Et enfin, si je devais donner un conseil à la petite Caroline, je lui dirais de se faire plus confiance. Je pense qu'on a beaucoup souffert de cet énorme syndrome de l'imposteur. D'autant plus quand on s'est lancé, parce que ne venant pas du secteur de la mode, c'est vrai qu'on a dû se former sur le tas et qu'à plein de moments, on ne se sentait pas légitime d'avoir créé une marque de mode sans venir de là. Euh, Alors qu'en fait, je pense qu'on peut aujourd'hui dire que l'on l'est et qu'en fait, la réalité, c'est qu'il ne suffit pas d'être enfin, on n'a pas besoin d'être styliste, créateur pour faire une marque qui plaît. Il suffit d'écouter les clientes. Et nous, ça a vraiment été notre force, c'est-à-dire qu'on a et on continue à le faire. On écoute énormément nos clientes. On essaie de comprendre ce dont elles ont besoin pour vraiment répondre à leurs attentes. Donc voilà, pour moi, ça serait ça, se faire confiance un peu plus vite. Super. Merci beaucoup, Caroline Ray. 17h10. 17h10, comment l'écrit-on pour un site internet si on voulait, si on veut acheter en ligne? En En chiffres? 1,7 H10. Voilà, comme Très l'horaire. bien. Très bien. Merci beaucoup, Caroline, pour ces échanges. Merci beaucoup pour ces partages et surtout bonne continuation. Bah, merci à vous, merci Marc.